Bonsoir. Merci pour Moutlou. Merci pour la famille Kaya pour ce film magnifique. Je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis journaliste spécialisée dans les luttes féministes. Et ce soir, nous avons une chance exceptionnelle puisque Moutlou est avec nous par écran interposé. Je crois qu'elle va apparaître dans quelques secondes. Oui. Moutlou, bonsoir. La salle vous connaît un peu maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Actuellement en Turquie. Vous avez dû rester là-bas après le tremblement de terre. Mais il y a une autre des héroïnes du film qui est également présente avec nous ce soir, qui a finalement pu parvenir à franchir les frontières turques et à venir jusqu'ici. Je vous demande d'applaudir la grande sœur de Moutlou, Sugül Kaya. Bonsoir Sugül. Merci beaucoup. Quelle chance que vous soyez toutes les deux avec nous ce soir. Merci beaucoup pour ce temps, merci pour vos applaudissements. J'invite aussi pour commencer cette discussion deux grandes intellectuelles féministes, deux femmes qui ont contribué immensément à la compréhension des tragédies que nous venons de voir et dont nous allons discuter pendant 1 heure ce soir. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît l'historienne Christelle Tarot. Et je vous demande d'applaudir l'anthropologue argentine qui est venue ce soir exprès pour cet événement, Rita Laura Segato. Merci beaucoup, merci à toutes les quatre d'être présentes. On va juste assurer que tout le monde a un micro. Est-ce que les casques fonctionnent bien pour vous? Est-ce que tout le monde a son casque de traduction? Puisqu'a priori, personne ici ne parle espagnol, turc, français, anglais. J'attends qu'on m'en apporte un aussi. Ouais. Non, on va attendre un petit peu. Rita Laura, vous m'entendez bien? Yes. Merci beaucoup. Je vais servir un peu d'eau. Peut-être que chacune peut dire un mot dans sa langue pour être sûre que la traduction fonctionne. Je vous propose de dire femme, vie, liberté. Moutlou dit j'entends. Moutlou, est-ce que vous nous entendez? Oui, j'entends. Pardonnez-moi, on a un petit problème encore une fois de traduction.
Quelle est la chaîne pour entendre en français? D'accord. Ok. Sugul, est-ce que vous pouvez dire un mot dans le micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire un mot? Ouais. Merhaba. Bonsoir. Et Rita Laura, est-ce que vous pouvez dire femme, vie, liberté? Sí, en mi idioma. Sí, mujer, ¿cómo es? Which is the one? The three ones I... Je parle en français. Femme, vie, liberté. Parce que... Mujeres, vida... Femme, vie, liberté, Super, ok. en espagnol. Merci beaucoup et merci au festival d'avoir organisé cette traduction. Bien. Tout le monde est prêt, alors je peux commencer ces présentations plus détaillées pour expliquer et présenter un peu les concepts et vos travaux chacune. Christelle Tarot, vous êtes historienne, vous avez publié cet automne cet ouvrage absolument monumental, Féminicide, une histoire mondiale. C'est un ouvrage collectif où vous proposez, avec près de 150 autrices, avec des profils très variés, un très vaste ouvrage de synthèse, une grande œuvre, quelque chose qui ne s'était jamais fait auparavant, avec une ampleur géographique et historique tout à fait inédite. Vous passez de la préhistoire à nos jours, en passant par le sud de l'Amérique, à l'Afrique, en passant par tous les autres continents. C'est un état des lieux de la situation de la violence faite aux femmes. Il y a plein de sources très différentes, journalistiques, universitaires, et aussi avec beaucoup d'œuvres d'art. Et c'est un livre de résistance, c'est un livre qui est terrible à lire, mais c'est aussi un livre qui est très beau parce que ça nous montre comment partout les femmes résistent, comme Moutlou résiste, comme toutes les femmes qui subissent ces tragédies résistent. On trouve aussi à la fin de ce livre un texte d'une force incroyable, d'une ampleur aussi, d'analyse stupéfiante d'une grande intellectuelle argentine. C'est vous, Rita Laura Segato. Vous êtes anthropologue féministe, vous êtes l'une des grandes spécialistes actuelles des violences raciales et des violences de genre. Vous faites les liens avec la colonialité. Vous êtes très connue dans tout le monde hispanophone. C'est ce qui vous a amené à participer à la défense des victimes dans le cadre d'enquêtes et de procès pour des viols, des assassinats et des génocides. La guerre aux femmes, c'est l'un de vos ouvrages phares, le fruit de 25 années de recherche où vous faites les liens entre toutes ces violences qui accablent notre espèce humaine, des violences de genre, des violences de race, des violences homophobes, etc. On vous doit aussi un petit livre absolument remarquable qui est l'écriture sur le corps des femmes assassinées de Ciudad Juárez, du nom de cette ville au Mexique, où des centaines de femmes ont été extrêmement cruellement torturées et assassinées, et vous donnez enfin un sens à ces féminicides. On va brièvement en reparler. Voici pour les présentations. Sugul et Moutlou, le public maintenant vous connaît grâce au film, et c'est pour vous que j'ai ma première question. J'aimerais tout simplement savoir, Moutlou, comment ça va aujourd'hui, quelques mois après ce film, comment vous vous sentez? Comment ça va? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Avant tout, j'aimerais dire ceci. Faire ce film, réaliser ce film, Çünkü çok acılar çektim. c'était difficile. J'ai vécu beaucoup de peine et je sais que je suis très solide, très forte et je n'ai pas pu faire entendre ma voix dans mon pays. Et je me disais qu'un jour, mon film serait fait, un film serait fait sur moi et le monde entier aurait entendu mes cris. Et le monde aurait entendu ma lutte, la lutte que je donne. Et j'ai été ému en regardant ce film. Et j'ai vu ma sœur Dilek aussi. Et j'étais touché. Et je suis désolé de ne pas être là parmi vous, mais je suis avec vous, avec mon cœur. Et mon cœur est avec vous.
virgule. Vous avez revu le film. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Benim için çok değişik bir duygu. C'est un sentiment très différent pour moi. Je ne sais pas comment exprimer. Et c'est comme si j'observais des caractères différents que nous, tout en regardant ma sœur. Et c'est difficile de mettre tout ça en mots. Et nous, les femmes, nous sommes partout dans le monde. Nous luttons dans notre géographie, dans notre espace géographique. Et nous n'abandonnerons jamais notre lutte que nous sommes en train de mener. Nous sommes des femmes, des fleurs, nous sommes la vie. Aucune force ne pourrait prendre nos droits de vivre de notre main, et nous sommes partout dans le monde. Annem merak etti. Herhalde kızım. Ma mère, elle voulait voir sa fille. Elle s'inquiétait. Bonne soirée à tout le monde. Salut à tout le monde. Christelle Tarot, vous avez... C'est moi. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez visionné ce film. Est-ce qu'il y a une impression, une idée, une scène qui vous marque particulièrement, une réaction que vous voudriez partager avec nous suite au visionnage de ce film? En réalité, malheureusement, je dire, le livre est rempli en fait de trajectoires de femmes survivantes ou de femmes mortes qui irriguent en fait malheureusement l'ensemble de notre histoire commune et sur les 5 continents. Mais c'est vrai que lorsqu'on on rencontre véritablement quelqu'un au travers voilà, de l'histoire que cette personne raconte, quand on voit le combat qu'elle mène, et qu'elle mène bien sûr elle-même en tant qu'être humain, mais aussi cette sororité extrêmement puissante en fait qui entoure cette jeune fille, en particulier bien sûr avec sa sœur ici présente, mais aussi son autre sœur qui a, quand même dans une même famille, 2 filles victimes de féminicide, mais c'est absolument terrifiant et à très peu de temps. Donc on imagine l'impact que ça a en fait sur l'ensemble de cette famille, mais ça nous interroge aussi bien sûr en tant que société partout dans nos pays, mais aussi en tant que société humaine, et ça renvoie bien sûr à la question première de notre débat de ce soir, c'est comment est-il possible en 2023 que nous en soyons à compter nos mortes partout dans le monde? Comment est-ce possible? D'où l'intérêt bien sûr de produire des documents comme par exemple ce livre, mais qui est en écho à tellement de travaux remarquables, en particulier, excusez-moi de le dire, mais en particulier ceux de Rita Laura Segato, à qui nous devons tant en réalité. Et tout ça fait écho, c'est-à-dire que la conversation entre des femmes qui ont des expériences différentes, elle produit des sororités familiales comme celles qu'on voit dans le film, mais aussi, je l'espère, une grande sororité à l'échelle du monde. Et c'est ce que j'ai voulu aussi incarner à travers ce livre, parce qu'on voit quand même que, et je le dis souvent, mais je le pense très profondément, les droits des femmes sont quand même les droits des combats des femmes. Donc voilà, et moi j'ai été extrêmement émue, je dois vous dire que j'ai évidemment... J'ai pleuré, bien sûr, en voyant cette histoire incroyable, bien évidemment.
Mais malheureusement, nous avons des histoires comme ça partout. Juste pour vous dire, encore aujourd'hui, une femme, bien sûr, a été tuée en France. Et en l'espace de 7 jours, 5 femmes ont été tuées, dont plusieurs avaient porté plainte à la police. Voilà. Donc on est dans une situation extrêmement grave. C'est ce qui nous avait conduit, d'ailleurs, il y a quelques mois déjà, avec Silvia Federici, dans un entretien que nous avions donné, à parler de pandémie de féminicide. Et voilà, et donc c'est une question vraiment que nous devons affronter individuellement et collectivement, en tant que société humaine. Merci beaucoup. Rita Laura Segato, vous avez visionné ce film, je vous sais aussi très proche des combats pour la liberté des Kurdes. Et donc, vous avez regardé ce film, l'histoire de cette famille, comme l'a dit Christelle, qui est vraiment absolument tragique. Qu'est-ce qui vous a marqué, frappé, questionné en regardant ce film? Une courte réaction après le visionnage de ce film? Eh bien, tout d'abord, l'immense tristesse. L'immense tristesse. J'ai beaucoup pleuré, moi aussi, lorsque j'ai vu ce film. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai pleuré tant de souffrance. Mais d'un autre côté, on a toujours un élan vers l'espérance, n'est-ce pas? Je pense que la politisation, disons, transformer le personnel en collectif, faire devenir ces histoires politiques, c'est une thérapie. Et je pense que c'est exactement ce que vous avez fait. Votre famille, vous avez raconté ce qui vous est arrivé en tant que famille, ce que vous avez vécu à titre individuel, et vous l'avez transformé en quelque chose de politique. Il y a bien sûr un autre chemin, celui de l'oubli, mais les cicatrices guérissent mieux lorsque l'on parle. Quand on pose la question de pourquoi les hommes tuent les femmes, l'une des réponses les plus banales, les plus courantes, les plus évidentes face à ces meurtres, c'est de dire parce que c'est des monstres, parce que c'est comme ça, parce que quand même vous exagérez de dire les hommes tuent les femmes, en fait c'est certains hommes et en fait ce sont des faits isolés et bien sûr il y a 47 000 femmes qu'on compte tuées chaque année par quelqu'un, par un homme proche d'elles, mais c'est des drames individuels ou des drames familiaux, tristes, terribles, sans lien les uns avec les autres. Bon. Dans un monde patriarcal, ce qui est arrivé à Mutlu, ce qui est arrivé à Dilek, ça s'appelle un fait divers. Grâce aux féministes, on peut maintenant nommer ces crimes-là pour ce qu'ils sont, des crimes de propriétaires, des crimes sexistes, des crimes de haine des femmes. C'est ce qu'on appelle maintenant un féminicide en français, un mot qui vous doit aussi beaucoup, Rita Laura Segato. Christelle Tarot, je sais que ça vous tient à cœur d'employer les mots précis, puisqu'évidemment c'est à partir de ça qu'on pense. Vous avez notamment forgé le concept de continuum féminicidaire pour dire que justement, ces crimes-là ne sortent pas de nulle part. L'assassin de Dilek, c'est pas un fou isolé. La personne qui a cherché à vous tuer, Mutlu, en fait, il en existe des tas d'exemplaires. Il n'est pas plus exceptionnel qu'un autre. Il en existe énormément partout dans le monde. Et ça sort c'est le bout de ce continuum féminicidaire. Souvent, les gens ont du mal à comprendre le lien entre des tout petits actes sexistes et ces crimes à la fin. Mais c'est justement ce que vous montrez dans votre livre et c'est ce à quoi sert ce concept de continuum féminicidaire. Christelle Tarot, vous pouvez exposer ce concept? Oui, alors je vais le faire rapidement, mais quand même, ça me semble être important, effectivement, parce que, bien sûr, et c'est aussi important de parler des généalogies politiques et scientifiques des termes qu'on emploie, parce que on pense jamais seul. On travaille toujours dans des dynamiques et c'est important aussi de rappeler où les termes sont forgés, dans quel contexte. Donc le continuum féminicidaire, il est le produit direct donc, de cette expérience humaine extraordinaire, c'est-à-dire en fait à un moment donné de mon histoire personnelle, mais de l'histoire personnelle de beaucoup de gens qui sont réunis dans ce livre, la compréhension en fait que
le fémicide ou le fémicide ne sont jamais des actes spontanés. Qu'il s'agit toujours, en fait, d'un système d'écrasement des femmes, et que ce système d'écrasement des femmes, il est finalement le plus visible, tragiquement visible, au travers des meurtres ou des assassinats, mais que ces meurtres et ces assassinats ne sont que la partie immergée de l'iceberg féminicidaire. Et en fait, pour essayer de répondre à la question, finalement, pourquoi est-ce que les hommes tuent des femmes ? Il m'a semblé qu'il était nécessaire de forger un nouvel outil qui permette, en fait, dans une dynamique d'inclure toutes les violences que subissent les femmes de la naissance à la mort, qu'il s'agisse de micro-agressions ou de macro-agressions, et le meurtre, vous en conviendrez avec moi, est une macro-agression, mais de les penser ensemble. Parce que quand on s'attache en fait aux biographies des femmes victimes, on se rend compte d'une récurrence, c'est que la violence létale, elle apparaît pas, encore une fois, spontanément. Elle est inscrite dans une biographie de violence. Et ces violences, souvent d'ailleurs, ne sont pas forcément connectées les unes aux autres, y compris par les femmes victimes. Et d'ailleurs, souvent, les femmes ont du mal à percevoir les signaux d'alerte parce qu'il y a une forme d'intériorisation tellement puissante de la violence qui nous est faite, et depuis si longtemps que parfois on ne saisit pas ces signaux. Et donc l'objectif de Féminicide, une histoire mondiale, c'était de comprendre ce continuum, de comprendre qu'il y a des liens entre le fait d'être insulté dans la rue, le fait d'être silencié dans son histoire, le fait de ne pas exister dans sa langue, le fait d'être bien sûr victime de violences ou de crimes sexuels. Être harcelé. D'être harcelé sur tous les supports possibles. Mais le harcèlement de rue, c'est la chose la plus évidente. Mais on peut aussi être harcelé, bien sûr, à travers les moyens technologiques d'aujourd'hui. Et donc, ce continuum féminicidaire, il est très utile. C'est un outil très puissant parce qu'il permet d'éclairer l'ensemble le spectre des violences, l'ensemble du spectre des violences, et donc d'en comprendre le caractère profondément systémique. Et c'est pour ça que si on veut sortir en fait d'un système comme celui-ci, il faut changer de paradigme totalement et comprendre que si, comme le dit d'ailleurs fort bien Rita Laura Segato, et qui s'en expliquera bien mieux que moi, mais si on comprend que les violences faites aux femmes, et c'est ce que nous avons documenté dans le livre collectivement, si les violences faites aux femmes sont la structure archaïque, la structure de violence la plus archaïque de l'histoire de l'humanité, puisqu'on peut la faire remonter au moment où nous faisons espèce, c'est-à-dire dès les temps préhistoriques, au moins pour le néolithique, c'est sûr, et peut-être même déjà pour le paléolithique. Donc, il y a donc des millénaires de systèmes d'écrasement. Et ce système d'écrasement, il s'est ensuite complexifié, bien évidemment. Il a pris d'autres visages, le visage de la caste, de la classe, le visage de la race. Mais la matrice première, c'est celle-ci. Et donc en sortir... ça veut dire nécessairement changer totalement notre société, la reconstruire sur d'autres bases, ce qui est évidemment un chantier colossal, mais aussi un chantier très excitant, parce que ça va nous permettre, je l'espère, de construire des sociétés nouvelles. Et donc le continuum féminicidaire, ça permet bien sûr d'éclairer cela. De la naissance à la mort, et même parfois, et je termine là-dessus, avant même la naissance, évidemment, puisque la 7e partie du livre est consacrée notamment aux féticides et aux infanticides de masse, qui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité font que les femmes sont maintenant moins nombreuses que les hommes à l'échelle planétaire. Que cette politique misogyne de meurtre systémique dirigée contre les femmes conduit à déséquilibrer la démographie mondiale, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque globalement, on avait jusque-là plus ou moins un équilibre, évidemment. Rita Laura Segato, je vous vois prendre des notes, acquiescer, noter cette idée que la violence de genre, c'est la structure archaïque de notre civilisation. C'est une idée que vous
que vous développez, que vous défendez dans vos livres. Vous avez analysé de très très nombreux féminicides, des féminicides dans la sphère intime, comme ça a été le cas dans la famille Kaya, mais aussi des féminicides à très large échelle, comme ça a été le cas à Ciudad Juárez. Et ce que vous montrez, c'est que la violence des hommes contre les femmes, c'est une façon pour les hommes de donner des messages. C'est une façon pour eux de perpétuer l'écrasement, de faire peur aux autres. Et souvent, c'est une violence qui paraît incompréhensible. Est-ce que vous pouvez... vous l'avez expliqué, est-ce que vous pouvez nous dire assez brièvement comment vous avez analysé cette violence de masse qui touche, encore une fois, toutes les cultures, toutes les classes, partout, et qui parfois prend des formes génocidaires? Oui, c'est un sujet vraiment complexe. C'est difficile de l'aborder en si peu de temps. C'est la raison pour laquelle je faisais une petite liste afin de ne rien oublier. Il faut bien comprendre que le féminicide, c'est un crime moderne, comme le génocide. Le génocide, c'est un crime moderne. Ne l'oublions pas. Les sociétés dans l'ensemble sont dans un processus de modernisation. Et c'est pourquoi tout cela est très lié à la question coloniale. Le cas du monde kurde, n'oublions pas que l'assassinat de Dilek a été commis par un homme turc, par un soldat turc. C'est quelque chose que l'on ne peut pas oublier, n'est-ce pas? Il y a une relation de pouvoir ici qui s'exprime. Des conditions qui permettent le féminicide. Pour Ciudad Juárez, le crime est presque juridictionnel parce qu'il montre la puissance sur une région entière. Et c'est également une démonstration de force. C'est comme le viol. Ils nous apprennent à penser et nous conduisent à penser que l'homme, avec son désir libidineux, avec son amour, eh bien, il peut violer, il peut tuer. Mais non, les crimes de genre sont des crimes politiques. Ce sont des crimes, des démonstrations de pouvoir. Lorsque la figure masculine a le sentiment que sa puissance est menacée, alors il recourt à l'usage de la force. Et dans les situations coloniales, comme au Kurdistan par exemple, les régions kurdes de Turquie, eh bien, c'est une situation qui est encore exacerbée parce que c'est un territoire qui souffre déjà de cette relation de pouvoir. Je voudrais revenir sur ce que Christelle a dit un petit peu plus tôt. Les relations déséquilibrées sont une caractéristique du patriarcat. Le patriarcat, non pas comme une religion, comme un système de coutumes ou comme une culture. Non, le patriarcat, c'est un ordre politique, c'est un système politique qui est le plus archaïque, qui est le plus fondamental de tous les systèmes politiques qui existent. C'est pourquoi les crimes, eh bien, il faut que nous les voyions de manière différente. Les crimes de genre sont par nature des crimes politiques, parce que la démonstration de force est présente, cette capacité de domination est présente. Et pour qui cette démonstration? Pour les yeux des autres hommes. Nous pourrions en parler longtemps lorsque l'on essaye de comprendre la violence, lorsqu'on commence à essayer de comprendre la violence, qu'on regarde les hommes qui sont en prison pour viol. On comprend que le viol, le crime de genre, est commis principalement pour le regard des autres hommes. L'homme qui viole, l'homme qui tue est sous le regard des autres hommes. Et en regardant le film,
notamment avec le cas de Mutlu, où le féminicide consommé, comme dans le cas de Dilek, ce qui est frappant, c'est le caractère de fraternité qu'il y a entre les hommes. Ils agissent presque comme une corporation, ils ont une structure de corporation. La structure de la féminité, en revanche, est complètement différente de celle de la masculinité. La structure de la masculinité demande d'acquérir un statut. C'est-à-dire que vous devez obtenir ce statut et pour l'obtenir, vous devez faire vos preuves aux yeux des autres hommes. Vous devez montrer que vous n'avez pas d'empathie, que vous êtes capable de violence, que vous êtes capable de domination aux yeux de la société et en particulier aux yeux des autres hommes. Donc, un homme doit tuer s'il n'arrive pas à dominer. Dans le cas de Mutlu, cet homme devait tuer parce qu'il n'a pas réussi à dominer. Il n'a pas réussi à faire Mutlu sienne. Mais il faut poser une question. Pourquoi Mutlu n'a-t-elle pas perçu le danger qu'elle courait? En voyant le film, on se dit qu'il lui manquait des informations absolument centrales. Cette compréhension de la masculinité, de la structure de la masculinité. Ce sont des informations que les familles, les femmes doivent connaître. C'est essentiel. Et démanteler cette masculinité, ces obligations qui reposent sur les épaules des hommes est essentiel. Et il faut détruire tout cela, non seulement pour les femmes, mais pour le bien des hommes eux-mêmes. Est-ce que vous voulez réagir aux analyses que vous avez entendues? Est-ce que cette fraternité entre les hommes qui se fait dans la violence, c'est quelque chose que vous reconnaissez autour de vous? Et si oui, de quelle façon? Je sais que dans votre famille, c'est ce que vous dites aussi, que c'est très rare, mais que vous dites que dans les 8 enfants, vous avez toujours été traités de la même façon, les filles et les garçons, les 6 filles et les 2 garçons, et que c'est assez rare en fait dans la société kurde, mais en fait partout dans le monde c'est assez rare de traiter les filles de la même façon que les garçons. Est-ce que vous voulez prendre la parole par rapport aux analyses qui viennent d'être faites par Christelle Tarot et Rita Laura Segato? Moi, j'aimerais dire ceci. Nous sommes 8 frères et sœurs, nous sommes très très attachés l'un à l'autre. Mes parents, lorsqu'ils nous éduquaient, lorsqu'ils nous grandissaient, ils nous apprenaient à ne pas abîmer les fourmis, même pas blesser un petit animal. Et nous avons grandi comme ça, nous sommes très attachés l'un à l'autre. Et moi, j'ai essayé de cacher des choses afin que Dilek ne soit pas triste. Dilek a caché des choses pour me protéger des soucis. Et il y a une pression de la société qui a fait beaucoup sur nous. Et nous avons 2 frères parmi nous. Et ils sont toujours avec nous. On se soucie pour eux aussi. Et nous essayons toujours de les protéger. Mutlu aussi est une fille qui est un peu enfermée, elle est un peu timide. Et moi, j'ai toujours essayé de l'encadrer, de l'accompagner avec du courage, en l'accompagnant avec la force. Et moi, je suis forte, et je suis là. Personne ne peut écraser l'autre et nous devons être toujours solides. Et pièce par pièce, chacun a appris quelque chose l'un de l'autre et nous avons grandi comme ça. Et nous sommes très attachés l'un à l'autre, mais nous sommes aussi... il nous manque des choses
Et parfois, il nous manque certaines choses. Et maintenant, quand je regarde le film, parfois, peut-être quelque part, je me dis que je pouvais attraper des choses, je pouvais peut-être voir des choses. Peut-être je n'aurais pas été aussi aveugle que ça. Ah oui, je le subis psychologiquement de façon très, très profonde, tout ça. Et nous avons eu des traumas et le mot difficile a été insensible, a été insignifiant pour nous. Notre lutte nous a amenés jusqu'ici et nos peines, nos douleurs nous a amené quand même beaucoup de choses positives dans notre vie. Parfois, je pense, et il y a beaucoup de violence exercée envers la femme, beaucoup de féminicides. Et aujourd'hui, je suis en face de vous. Il y a un film qui a été fait sur notre sujet, et cela peut être exemplaire, donner des exemples à beaucoup de personnes, et ça peut donner peut-être peu ou prou un peu de force à chacun. Et nous avons peut-être omis de voir, ignorer certaines douleurs, certaines violences. Et notre seul espoir, c'est d'anéantir la violence envers la femme. Et depuis 6 années, nous donnons notre lutte. Nous faisons une lutte à ce sujet. Et moi, j'ai continué, je n'arrêterai jamais. Nous allons toujours continuer de lutter pour ça. Mutlu, vous voulez ajouter quelque chose? Tabii. Şöyle ben o cani benim peşimdeyken Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. En fait, quand ce tueur était en train de me courir derrière, j'avais seulement 15 ans, et jusqu'à mes 19 ans, et je suis allé à la police, je suis allé à la préfecture à mes 19 ans. J'ai parlé à mes amis, j'ai relaté mes problèmes à mes enseignants, jusqu'aux oiseaux qui volent, seulement à ma famille. J'ai parlé à tout le monde, pas à ma famille. Et je n'ai pas parlé de ça à mon frère. Et lui, s'il le savait, il aurait réagi très très fort. Et à cause de moi, peut-être mon frère aurait été emprisonné. Et j'ai eu peur pour lui. Parce que l'autre personne est une mauvaise personne, et c'est un tueur, c'est une créature mauvaise. La police, la préfecture, j'ai pu parler à tout le monde, mais quoi que je fasse, il ne m'a pas lâché prise, il m'a toujours poursuivi. Je ne lui ai pas allé bien, je ne lui ai pas allé durement, il ne m'a pas lâché le collet. Merci. Christelle Darrow, Mutlu l'a rappelé, l'a dit, elle a alerté, elle a averti absolument tout le monde, comme le font en fait toujours les femmes très très souvent. Et pourtant, on ne les prend pas au sérieux, ou alors elles s'empêchent de dire exactement ce qui leur arrive, par peur justement que la violence se déchaîne, ou d'être punies indirectement, ou de provoquer des catastrophes. Il y a d'autres choses encore qui sont très très fréquentes dans l'histoire de Mutlu par rapport à tout ce qui arrive aux autres femmes. C'est la phrase que lui dit son meurtrier, lui dit « si je peux pas t'avoir, personne ne t'aura ». C'est de dire « personne ne doit avoir le droit de voir la femme que j'aime », dit-il, sur l'écran. Ça, c'est des phrases que vous avez entendues et rencontrées encore et encore dans tous les témoignages. Encore une fois, on pourrait dire « bah oui, mais bon, c'est des types un peu dérangés », mais qu'est-ce qui parle à travers lui quand il dit ça ? C'est un sentiment très ancien de possession. Moi, je dis souvent que parce que le patriarcat, sous ses diverses formes, que d'ailleurs Rita Laura Segato explicite très bien quand elle définit les patriarcats de basse intensité et de haute intensité, mais peut-être on pourra revenir là-dessus après.
mais il s'agit en fait d'un crime de possession. Et je dis souvent que tout ça est logique, puisque en réalité, nous savons que la première colonie de l'humanité, c'est la femme en tant que territoire. Et on va retrouver cela de manière extrêmement puissante dans de très nombreux contextes contemporains. Et d'ailleurs, à Ciudad Juárez, il s'agit bien de femmes territoires qu'on va bien sûr tuer, mais pas seulement. Le surmeurtre est tout à fait important. Et ce surmeurtre, il est systématiquement présent dans les cas de fémicide, mais plus encore de féminicide. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne s'attaque pas seulement à des corps physiques, en fait. Il s'agit d'une attaque identitaire massive. Et c'est pourquoi, lorsque, parmi d'autres chercheuses, Marcela Lagarde va conceptualiser le mot féminicide dans le contexte donc du Mexique du début des années 90, en particulier à partir de Ciudad Juárez, mais notons que ce qui se passe à Ciudad Juárez non seulement se passe sur l'ensemble de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais se passe aussi ailleurs dans d'autres parties du sous-continent. Elle qualifie le crime de féminicide de manière extrêmement stricte. Elle nous dit le féminicide, c'est un crime collectif, toute la société est engagée dans cette question. C'est un crime de masse, donc ce n'est pas un crime individuel isolé, et encore moins celui d'un pervers, d'un monstre ou d'un fou. C'est un crime systémique, c'est un crime politique, et donc c'est un crime de masse. Et on n'est pas seulement confronté au meurtre d'une femme, de 10 femmes, mais ce sont des centaines, puis des milliers de femmes disparues qu'on retrouve mortes. Donc c'est un crime collectif, c'est un crime de masse, c'est un crime d'État, parce que l'État est une structure patriarcale et que, en conséquence, l'État, en tant qu'institution, et tous les agents de l'État qui le représentent participent au féminicide à des degrés divers. Et enfin, elle dit c'est un crime à tendance génocidaire. À ce moment-là, on ne dit pas encore que c'est un génocide parce que c'est indicible, mais elle dit que c'est un crime à tendance génocidaire parce que c'est une attaque identitaire massive sur ce qui constitue les femmes, non pas seulement en tant qu'individus, mais en tant qu'identité, en tant que peuple presque. On s'attaque au peuple des femmes. Et ça, c'est évidemment très important de le comprendre, et c'est pourquoi elle souligne, et on retrouve ça très très souvent, pour ne pas dire de manière systématique, dans les cas de fémicide individuel ou de féminicides, qui sont, comme je l'ai dit, des crimes de masse. Elle qualifie la question du surmeurtre. Et elle dit une chose très, très évidente, c'est que lorsqu'on veut tuer quelqu'un, il suffit de le tuer. On peut évidemment étrangler quelqu'un, on peut tirer sur quelqu'un, etc. Mais lorsque, de manière extrêmement répétitive, avant ou après avoir tué, on va violer une personne, on va mutiler son appareil génital ou reproductif, on va démembrer le corps, comme ça a été le cas pour la poétesse mexicaine Susana Chavez en 2011. On va profaner le corps, faire subir au corps des profanations récurrentes. Eh bien, ça ne s'appelle pas du meurtre, ça s'appelle du surmeurtre. Et ce n'est pas une attaque seulement contre un corps physique, c'est une attaque identitaire extrêmement puissante. Et c'est une expression du pouvoir dans une spectacularisation. Parce que c'est ça aussi, en fait, les régimes patriarcaux, c'est une violence spectacularisée. Et bien sûr que Rita Laura a raison de dire qu'il s'agit de s'envoyer des messages au sein de fraternité. Alors au Mexique, il s'agit de fraternité, par exemple, des cartels de la drogue, mais qui sont en collusion, en fait, avec l'État. Et on peut retrouver bien sûr des exemples de ça à de très nombreux moments de l'histoire. Et bien sûr que
il faut comprendre que l'une des stratégies, l'un des dispositifs de pouvoir des systèmes patriarcaux, c'est précisément d'arriver à unir les hommes malgré leurs différences et de diviser les femmes malgré leurs points communs. Et ça, c'est extrêmement puissant et c'est activé constamment. Pour donner un exemple que j'aime beaucoup, je cite souvent Flora Tristan, qui était une très grande révolutionnaire saint-simonienne française, qui disait, au début du 19e siècle, en France, elle disait « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme, elle est le prolétaire du prolétaire ». Et on peut décliner ça, évidemment, sur toutes les catégories, en fait, opprimées pour diverses raisons. Ce qui fait que la femme est toujours en dessous et que cette spectacularisation de la mort, eh ben, elle a vocation à nous rappeler que jamais, nulle part, nous ne sommes en sécurité. Et c'est ça qu'il faut changer, évidemment, de manière radicale. Merci beaucoup. Votre sœur, Dilek, donc on l'a dit, était assassinée par ce soldat turc. Tout à l'heure, vous nous avez appris qu'elle a été assassinée, mais elle a aussi été victime de ce surmeurtre dont Christelle Tarot vient de parler. Et donc, le fait de commettre ça, c'est aussi une façon d'envoyer un message. Et tout à l'heure, Rita Laura Segato, vous insistiez sur le fait que ces crimes ont eu lieu en Turquie sur des femmes kurdes et que, en fait, il fallait aussi prendre les dimensions coloniales, historiques, les contextes dans lesquels ces crimes avaient lieu, puisque les violences de genre sont toujours à l'intersection des violences de race et d'autres types de violences. Et donc, que le fait que l'assassin de Dilek soit turc, c'était pas non plus... c'était pas anodin, c'était pas par hasard, ça avait également une signification. Vous avez notamment développé la théorie des patriarcats de haute intensité et de basse intensité, ce qui est une théorie, je trouve, extrêmement utile, notamment pour répondre à une autre réponse très très facile qu'on pourrait faire à la question de pourquoi des hommes tuent des femmes, en regardant de très nombreux cas, notamment en Turquie, dans d'autres pays à majorité musulmane, en Europe. On a tendance à dire, parce qu'on vit dans une culture aussi très raciste, islamophobe, il y a tout un fond de discours qui aime à répéter que vraiment dans les pays arabes, dans les pays à majorité musulmane, en Iran, en Turquie, etc., c'est pire. C'est vraiment une culture horriblement misogyne, ce qui permet de mettre à distance et de se valoriser, nous, en disant que au moins les cultures qui sont pas ces cultures-là, tout va bien ou tout va mieux. Bon, ça c'est une explication qu'on entend très très souvent, des explications culturalistes, quoi, de dire voilà, il y a des cultures plus violentes que d'autres envers les femmes. Mais vous, ce que vous montrez, Rita Laura Segato, c'est que il y a des patriarcats de haute intensité dont nous faisons partie, et des patriarcats de basse intensité, et que la violence qui augmente parfois dans ces patriarcats de basse intensité, c'est aussi une réponse à l'agression coloniale ou l'agression d'un patriarcat de haute intensité sur eux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est ça que vous voyez dans les histoires, dans les drames qui sont arrivés à la famille Kaya, ou nous prendre un autre exemple pour nous raconter comment ça fonctionne, ce lien-là? Dans l'ordre précolonial, les peuples qui n'étaient pas touchés par la colonisation, notamment dans les sociétés amérindiennes, vous aviez des sociétés avec l'espace des hommes, le rôle des hommes. Ah, mais je parle en anglais. C'est parce que j'écoute l'anglais, donc je me suis laissée emporter.
Bon, alors en espagnol. Donc, ces sociétés, la manière dont je comprends ce qui se passe, et d'ailleurs au Brésil, et ailleurs, j'ai accepté des sociétés qui ont été en contact avec l'État, qui est toujours un État colonial. Et je me suis dit, pourquoi ne pas appliquer cette manière de comprendre les choses à la situation de la famille de Motlow? Donc, il y a quelques questions. Pour ce qui est de la transition, ce que nous appelons société de transition, ce sont les sociétés les plus violentes de toutes. Parce que l'homme de la société de transition, lorsqu'il est face aux Blancs, il courbe les chines, il baisse la tête. Et lorsqu'il retourne dans son propre peuple, il ne lui reste plus que la violence pour restaurer sa masculinité. C'est une équation très simple. Il y a une transition d'un monde à l'autre, un monde dominant, le monde du patron, le monde de la politique, le monde du turc, dans le cas du Kurdistan. Et l'homme vit un état d'émasculation. C'est cela, l'ordre colonial, finalement. En réalité, c'est l'homme qui est colonisé en premier. Les femmes ont un autre espace. Les femmes ont des responsabilités de la continuité du peuple, de la langue, et elles sont responsables d'un ordre domestique un monde qui n'est pas privé, n'est pas intime, mais qui est politique, mais d'un autre type. Les hommes et les femmes, au fil des siècles, nous avons des histoires différentes. Le caractère politique de la masculinité est quelque chose de complètement différent. Il y a des rôles, des charges à remplir. Et le caractère politique de l'histoire des femmes, c'est une histoire de gestion, d'administration, mais d'une autre matière. Lorsque l'espace domestique devient nucléarisé, c'est là que l'on commence à être assassiné, que l'on souffre des violences, les femmes, les enfants. Et lorsque la famille nucléaire est enfermée entre quatre murs, c'est à ce moment-là que la femme est dépossédée de sa capacité politique. Et c'est là qu'en fait, on la marginalise. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient vulnérable. Et l'impression que j'ai, c'est que cette famille que l'on voit dans le film, c'est une famille qui se trouve dans ce monde en transition. Et d'ailleurs, je suis très frappée par la figure du père, parce qu'il y a un moment où le père se retire. Il se retire et il ne veut plus aller voir sa fille, parce que c'est lui qui est déraciné, en fait, par l'agression que subit sa fille. Et il faut bien comprendre que l'agression qui est faite au corps de cette femme, c'est une violence extrême qui est faite également aux hommes dont il était supposé qu'ils étaient responsables de sa protection, des hommes qui étaient responsables de protéger ce corps. Et ça, c'est une façon de penser qui est archaïque, mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ce père a honte, il a honte de ne pas avoir pu remplir son rôle de père. En anthropologie, on parle d'émasculation. Il a été diminué et du coup, il se cache. Le frère est aussi une figure intéressante, parce que c'est un jeune homme qui est dans un processus d'auto-transformation. Il comprend bien qu'il faut qu'il se déconstruise, qu'il déconstruise sa masculinité. Et à un moment dans le film, il dit qu'il n'est entouré que d'un petit groupe d'amis, et seulement c'est à eux qu'il peut exprimer ce qu'il vit. Et c'est là sa transformation. C'est à eux qu'il peut parler de l'impact qu'a eu sur lui les agressions de ses deux sœurs. Donc ces figures masculines sont vraiment très intéressantes.
comprendre la masculinité, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour transformer le monde et pour rediriger l'histoire vers un horizon plus positif. Et toutes les tentatives depuis la Révolution française ont échoué. La Révolution française se termine avec des empereurs, n'est-ce pas? On revient à quelque chose encore pire que ce qu'il y avait avant. Nous ne le voyons pas parce que nous sommes endoctrinés par le mythe de la Révolution française, mais le retour de bâton a été spectaculaire. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'aucun processus révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui ne s'est attaqué aux racines du pouvoir. Je parle là de l'ordre politique patriarcal qui a été construit en un temps où les femmes avaient plus de pouvoir qu'aujourd'hui parce que l'espace domestique était un espace de gestion féminine. Et cela avait des conséquences sur le destin collectif des sociétés. Il y avait deux mondes et deux systèmes politiques. En se retirant en famille nucléaire, alors toute la gestion, toute l'imagination d'une politique féminine propre, les femmes sont devenues plus vulnérables. Et c'est ce que j'appelle le patriarcat de haute intensité. C'est celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, même si nous ne le voyons pas bien, parce que nous avons un préjugé qui nous oblige à voir le monde précolonial avec des a priori. Je vais conclure avec cela. Est-ce que vous voulez nous donner des nouvelles de votre père et de votre frère Mutlu? Osugul, vous voulez nous dire un peu, on le voit un tout petit peu dans le film, est-ce que c'est ce qu'a dit Rita Laura Segato sur ce rôle, ce mandat masculin, les difficultés que ça pose? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, que vous pouvez observer chez eux ou chez d'autres hommes autour de vous? Je peux dire ceci, à cause du tremblement de terre, il y a eu un très grand tremblement de terre. Notre pays a été endommagé de façon très importante. Des milliers de personnes sont mortes. Et nous aussi, nous l'avons vécu très mal. Et j'ai un frère qui étudiait à l'université. Il a dû revenir. Il a quitté l'école, il est venu à la maison. Mon père est toujours à la même place, il est toujours dans sa chambre. Parfois, il vient me jeter un coup d'œil, il me sourit, il m'envoie un bisou volant, et après il retourne dans sa chambre. Mais, Ama, comme vous avez dit, mon frère et mon frère aîné n'ont toujours pas accepté des choses, mais que le Dieu soit reconnaissant envers eux. Et ils sont très très précieux pour moi, ils prennent soin de moi. Et ma sœur Songul, ma mère, toute ma famille m'entoure, ils m'éduquent, ils me grandissent comme on grandit un enfant, avec un sourire. Et ma mère me fait manger. Et on me fait boire, et ma sœur Songul aussi, juste avant de partir, elle m'a nourri de ses propres mains, comme un bébé, et ils prennent soin de moi. Et je suis très très chanceuse d'avoir une telle belle famille. Et voilà, j'ai une très très grande chance, une chance majeure d'avoir une telle belle famille. Mon père vit de tels sentiments puissants, et il ne quitte pas sa chambre. Il vient, il sort juste, il met un pied juste pour manger, et parfois, il retourne dans la chambre, et parfois il pleure, il essaie de cacher, mais j'entends, je vois, il tourne la tête. Et
Et moi, je n'ai pas pu être maman. Et je n'ai pas... Et mon frère aîné et mon père, à chaque fois quand ils voient, je sais qu'ils perdent une partie de leur vie en me voyant avec leur tristesse. Et je suis triste de voir ça, mais je crois que cela va se passer, cela va... Et nous sommes forts, je le sais. Nous avons une telle belle famille, notre famille est tellement belle que j'ai beaucoup d'espoir et si nous pouvons toujours respirer, et je sais qu'il y a de l'espoir, nous essayons de vivre maintenant. Et moi, je fais tous mes efforts pour retourner sur les scènes. Et j'aimerais être en face du monde entier avec un microphone dans les mains. J'aimerais parler avec vous en criant à haute voix. Oui, c'est moi. J'aimerais dire que c'est moi. Voilà, c'est moi. Sugul, vous aussi, vous continuez de militer, vous vous battez, vous aussi, vous êtes maintenant activiste, vous vous battez pour les droits des femmes en Turquie. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, nous raconter quels sont les combats que vous menez actuellement? J'ajoute une question qui est, Rita Laura-Segato dit que c'est cette masculinité qui domine, qu'il faut maintenant complètement remettre en question, il faut tout changer, il faut changer de paradigme. Est-ce que c'est l'un des combats que vous menez, l'un des combats qui est mené aussi en Turquie de repenser cette masculinité, d'essayer de faire en sorte que les hommes rejoignent la cause? Voilà, donc il y a deux questions. Quels sont vos combats et quelle est la place des hommes dans ces combats? En fait, nous, depuis que nous avons été éduqués, nous avons toujours été pour la justice, pour la droiture et que personne ne fasse aucune erreur à une autre personne. Et pas de manque aux parents, aux voisins, et ne faire jamais d'injustice. Et nous avons toujours essayé de faire comme ça. Nous avons été éduqués comme ça, jusqu'à ce que Mutlu ait vécu ce trauma et a vécu une période très, très difficile. Et à cause de cette période très difficile et de notre manière d'être grandi, et nous sommes la bonté qui est en nous, le soin que nous avons pour les droits de l'homme et l'éducation de nos parents sur nous dans ce sens-là nous a beaucoup aidé. Et moi, j'ai passé des périodes très difficiles après que Mutlu ait eu cette agression. J'ai passé un problème de contrôle de sentiments. J'explosais de nervosité. Et je voyais une partie de la société comme des meurtriers et que j'ai décidé désormais qu'aucune femme ne subisse aucune injustice. Alors, ok, je me suis dit, Songül, lève-toi, tu commences à marcher. Et je me suis dit, Mutlu a eu un trauma. Elle est handicapée à 97%, mais tu dois faire des efforts pour les autres, tu dois lutter pour toutes les femmes, tu dois donner la force à toutes les femmes. Et le contrat d'Istanbul, et nous avons eu des travaux pour le contrat d'Istanbul et nous avons essayé de suivre les femmes. Et bien que je vis dans un lieu très petit, à chaque fois quand une femme subit une violence, j'ai toujours poursuivi les choses, j'ai toujours été à la défense de cette personne. Et aussi, par exemple, j'ai eu un manquement, j'ai tabassé un homme qui a commis une violence
Et maintenant, j'essaie de ne pas avoir des erreurs comme ça, mais nous avons appris des choses, nous sommes devenus plus forts maintenant. Et moi, si je suis maman, j'ai une fille de 16 ans et je leur apprends avant tout d'être des personnages, des humains utiles pour la société. Nous vivons tous ensemble et nous sommes, toute la famille, nous vivons ensemble et nous sommes très, très heureux. Et parfois, je me dis, nous avons vécu tellement de traumas, mais nous avons eu, en conséquence, à la suite de ça, nous avons eu tellement de bonnes choses qui sont venues et nous continuons comme ça. Et un jour, Mutlu s'est réveillée, elle a dit, OK, je vais faire de la musique. Et la famille, et après c'est elle qui a changé de sujet. Deux personnes d'une même famille ont eu des violences et après nous avons commencé à faire des luttes. Nous nous sommes trouvés dans les luttes à partir de Ergani Diyarbakır. Est-ce que j'ai appelé Mutlu et je lui ai demandé une chose. Mutlu, est-ce que tu veux chanter pour moi? Juste pour moi, et prendre la scène, va sur la scène et après j'ai commencé à faire la musique aussi, j'ai commencé à prendre des cours de musique et après les gens ont commencé à dire pour moi, alors elle a été sa sœur qui a été tirée dessus, une autre sœur meurtrie, en fait tuée, et maintenant c'est elle qui prend la musique, mais personne ne peut dire des choses, faire des commentaires à notre sujet. Nous faisons notre propre lutte, nous faisons nos activités, nous essayons de marcher sur le chemin juste et nous voulons nous réveiller à un monde où il n'y a pas de violence envers les femmes. Chaque jour, en nous réveillant, je me réveille en disant, j'espère aujourd'hui, il n'y aura aucune violence aujourd'hui. Heureusement, Mutlu se trouve avec nous, elle est avec nous. Heureusement, elle est ma sœur. Mutlu, je t'aime très, très fort. Merci beaucoup à chacune d'entre vous. On a encore 10 petites minutes pour discuter, pour prendre les questions de la salle, pour répondre aux questions éventuelles que vous pourriez poser, soit à Rita Laura Segato. Je peux juste dire quelque chose Oui, au allez-y, prolongement. Oui. En fait, En attendant votre question. un fémicide et un fémicide individuel ou un féminicide de masse, c'est toujours un acte de silenciation. C'est un acte de silenciation définitif puisque la personne est tuée et que évidemment elle ne pourra plus s'exprimer. Et je trouve que c'est très important ce retour de la voix par la musique, en particulier parce que dans de très nombreux pays, les femmes sont interdites de chanter publiquement. On le voit dans un autre pays, en particulier l'Iran, et au travers du parcours extraordinaire d'une autre jeune fille qui a vécu des violences importantes, qui est Sonita, et qui a aussi en fait traduit son pouvoir de vie par la musique. Et Rita Laura Segato ajoute que Gina Masha Amini, qui a été tuée en Iran, était aussi kurde, bien sûr. Absolument. Et donc, ce retour de la parole par la musique, et quand on l'entend chanter dans le film, quand elle réapprend à chanter, parce qu'elle réapprend tout, en fait, c'est puissant parce qu'elle chante différemment. Et peut-être sa voix, elle est encore plus belle, émouvante et puissante qu'avant. Et peut-être c'est ça qu'on doit retenir, en fait, c'est que survivre, c'est s'adapter, et s'adapter, c'est essayer de transformer la société pour le meilleur. Je vous remercie. Si seulement je pouvais être avec vous, près de vous, et pour vous prendre dans les bras très très fort, j'espère
que je viendrai un jour, peut-être à une autre occasion, pour une belle occasion, et nous allons nous rencontrer. Et peut-être vous allez venir en Turquie pour me rencontrer, et nous allons nous prendre très fort dans les bras, chacun. Je vois des mains levées. Ah, c'est moi qui désigne. Je voudrais une question et pas une intervention. Ouais, baissez la main si vous voulez juste intervenir, mais s'il y a une question à poser, écoutez, je vois une main là-bas. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes pour vos interventions. Moi, j'ai une question qui s'adresse à Moutlou. J'aimerais savoir quels sont ses projets, qu'est-ce qu'elle aimerait faire et pour quand est le prochain album et la prochaine chanson. Oui, c'est très bien. Moi aussi, j'ai bien aimé cette question. Avant tout, j'aimerais guérir. Bien guérir, améliorer. Après, j'aimerais étudier le droit et je vais passer l'examen pour entrer à l'université. Et j'aimerais étudier le droit et défendre des personnes innocentes, des animaux, des femmes et des personnes qui n'ont pas un bon moyen financier. J'aimerais les défendre et devenir leur avocate. Et comme j'ai dit que ma plus grande... mon rêve le plus important... Et j'aimerais chanter avec le microphone dans les mains, tenir le microphone dans les mains et chanter pour tout le monde. Et ma chanson suivante va sortir dans quelques jours. Tout là-bas. Merci beaucoup. J'écoutais Moutlou, qui est une grande source d'inspiration, et surtout lorsqu'elle parle de faire des études de droit et de sa décision. Et j'ai une question qui s'adresse aux panélistes. Où est-ce que vous voyez le rôle de la loi dans ce combat collectif et politique contre les féminicides? Comment concevez-vous le rôle, notre rôle? Et l'agresseur de Moutlou a été condamné à 15 ans de prison et l'assassin de sa sœur à perpétuité. Est-ce que vous pensez que la loi joue un rôle de façon négative ou positive? Merci pour cette question. Je vais donner juste un élément de contexte, c'est que la Turquie, comme tous les pays de l'Union européenne et bien plus, ont signé la Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée en 2011, qui est rentrée en vigueur en France en 2014, un peu plus tard en Suisse, je crois, 2017 ou 2018. Toujours, voilà. Et que... En fait, dans la Convention d'Istanbul, c'est très exigeant sur la protection du droit des femmes. Et en fait, il y a tout un arsenal juridique qui existe dans plein de pays, dans énormément de pays, pour protéger les femmes. Celui que je connais le mieux, c'est en France. Et la loi est plutôt bien faite. Enfin, il y a quelques erreurs, mais quand même, ça ne protège pas, manifestement pas. Et Rita Laura Segato, je sais que vous avez longuement écrit là-dessus, sur ce paradoxe apparent de comment ça se fait que, alors qu'il y a des textes de loi très protecteurs, eh bien, ça ne suffit pas, ça ne dissuade pas. À quoi alors servent les droits? À quoi servent les lois? Est-ce que vous voulez répondre à cette question-là? Oui, j'écris beaucoup sur ce thème. Il faut qu'il y ait une loi, une législation, mais penser que ça va transformer le monde, ça, on ne le constate pas. Sur mon continent, en Amérique latine,
Il y a beaucoup de lois qui criminalisent les féminicides. Il y a des institutions publiques, politiques qui sont créées, mais pour des raisons qu'on peut comprendre. Si on connaît différentes théories et analyses qui ont été publiées, mais qui malheureusement n'atteignent pas tout le monde et toute la société. Il est important de se rendre compte que ces lois ne seront pas efficaces parce qu'ils ne sont pas accompagnés de pédagogie. Elles ne vont avoir une efficacité que symbolique, parce qu'il y a différents types d'efficacité. Pour qu'une loi devienne efficace matériellement parlant, il faut qu'il y ait cette capacité de convaincre que cette loi a un sens et que cette loi n'a pas d'efficacité matérielle, physique, parce qu'elle n'a pas d'efficacité symbolique. Et c'est quelque chose que l'on voit souvent dans toute cette question de droit. Et par exemple, les juges, les tribunaux, les procureurs, etc., et tout, n'ont pas une mentalité qui est favorable à la compréhension de ces phénomènes. Donc, on va se rendre compte lentement que, et c'est quelque chose que l'on peut voir facilement, je n'ai pas le temps de parler de différents exemples, mais pour un homme, parfois, pour ne pas perdre son statut de masculinité, ils peuvent risquer leur vie. Et ils peuvent même risquer de passer le reste de leur vie en prison. C'est une erreur, bien sûr, par rapport à ce que c'est que le mandat de masculinité. Et ça vaut la peine de mourir pour être un homme, pour passer pour un homme, et de passer le reste de sa vie en prison pour garder ce statut d'homme et de masculinité. C'est quelque chose que je vois partout. Donc, c'est la valeur suprême que de rester un homme avec un grand H. Et c'est pour démontrer cela, et pour démontrer qu'il est un macho, pour parler un peu, disons, rudement. Et la loi ne suffit pas. Et on voit ça partout dans le monde. Les agressions des femmes se produisent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a une augmentation des formes d'attaque sur le corps de la femme. Moi, j'ai ma manière à moi de voir les choses. Parce que les femmes ont obtenu plus de pouvoir, elles travaillent en politique, elles ont un travail et on les tue. Non, c'est pas ma conception de la chose. Parce que disons, le statut de revenu et la macroéconomie montrent que les hommes gagnent toujours plus que les femmes pour le même travail et nous avons moins accès à des positions de dirigeantes ou de haut salaire, que ce soit dans le monde universitaire ou ailleurs. Donc, il n'y a pas cette ascension de la femme telle que certaines... Et il y a des hypothèses visant à démontrer que les hommes tuent parce que les femmes ont gagné en pouvoir. Non, mais ils deviennent de plus en plus agressifs et le nombre de féminicides augmente partout parce que une grande concentration de la richesse a transformé le monde en un monde et c'est un monde de patrons, pardon, de patrons. Il y a les grands patrons sur la vie et la mort. Et donc, ils se sont en quelque sorte sentis appauvris. Et parce que leur accès au monde politique et économique est menacé. Et c'est un processus de émasculation
par lesquels ils sont en train de passer et qui les rend beaucoup plus violents. C'est valable pour beaucoup d'hommes à travers la planète. Et la seule qui leur reste, c'est la violence pour se déclarer homme et viril. Mais tout cela se passe dans un contexte le monde est en train de perdre une certaine maîtrise. Donc, c'est pourquoi la loi n'est pas convaincante. Elle ne sert pas son objectif pour convaincre. Et les menaces et les punitions ne servent à rien. Christelle Darroux, vous voulez dire un petit mot de cette question de la loi? Je vois qu'il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Peut-être juste prendre une dernière question. Oui, non, c'est mieux. Ouais. Enfin, moi, je peux parler des heures, mais bon, c'est bien aussi de vous écouter. Bonjour, merci beaucoup pour tout ça, c'est très émouvant. Moi, j'avais une question, justement, quand vous parliez aussi de changer le monde, de changer cette société patriarcale. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, prendre le problème à la base, c'est-à-dire au niveau de l'éducation des enfants, de l'éducation en général, que ce soit dans le foyer ou à l'école, dans le sport aussi. Et est-ce que vous auriez peut-être des solutions ou quelque chose qui pourrait faire qu'on puisse changer l'éducation dans tous ces environnements-là pour que justement, dans le futur, il n'y ait pas cette masculinité qui se développe au fil du temps et au fil des années et qu'on en arrive à des tragédies comme les féminicides ou de harcèlement en général. Je réponds, du coup? Oui, et je pense que oui. Mais Ce sera la fin, la clôture. peut-être. Ouais. Alors oui, en fait, pour aller dans le sens de ce qui a été dit juste avant par Rita Laura, la question de la loi, ça indique en fait que la seule réponse de la société, c'est la réponse répressive. Et si on prend par exemple l'exemple de la France, la France c'est loin d'être parfait. Hein. Il y a plein de trucs à revoir, hein, je vous le dis tout net. Hein. À commencer par le fait d'inscrire dans la loi. Parce que bien sûr que c'est un régime symbolique, mais en même temps ça envoie un signal quand même fort à la société. Bon, c'est pas le cas. Ça se fait ailleurs, ça s'est fait en Espagne, ça va se faire en Belgique. On croise les doigts très fort puisque Sarah Schlitz est en train de porter, donc Sarah Schlitz qui est la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes en Belgique, elle est en train de porter une loi très offensive de ce point de vue-là, et parce que bien sûr il y a des victimes et des co-victimes, et que ces victimes et ces co-victimes, elles ont aussi besoin d'être entendues, et que la logique répressive, c'est une logique qui est d'une certaine manière évidente aussi de ce point de vue-là. Et donc en France, par exemple, on sait que lorsqu'il y a un procès aux assises pour un meurtre ou un assassinat féminicidaire, les peines sont de plus en plus lourdes. Et bien qu'elles soient de plus en plus lourdes, comme je le disais tout à l'heure, nous comptons en 7 jours, semaine dernière, 5 féminicides. Donc il y a un problème évident. Et le problème, c'est que on n'éteint pas un incendie avec un verre d'eau. Or, la planète brûle. La planète brûle parce que nous avons 2 crises majeures auxquelles nous devons faire face, la pandémie féminicidaire et l'écocide massif. Et les 2 choses sont liées, comme le montrent de très nombreux travaux dans ce livre et dans d'autres, et bien sûr dans ce pionnier de Rita Laura Segato. Donc pour transformer la société, il faut faire une œuvre de pédagogie massive, évidemment, et toutes les structures de socialisation doivent être mises au service de cela. C'est comme ça qu'on va faire société vraiment. Parce que moi, je ne crois pas qu'on fait société, en fait. Parce que tout cela, tout ce que nous racontons, et nous l'avons vu, et ce que ça a fait dans la famille, dont on nous a retracé l'histoire, n'est-ce pas? Ce que ça fait, c'est que ça nous abîme profondément, durablement, individuellement et collectivement.
Donc il faut faire œuvre de pédagogie, mais faire œuvre de pédagogie, c'est-à-dire mettre en place des politiques publiques qui permettent de transformer radicalement notre société, ça veut dire aussi que nous devons nous déconstruire. Parce que lorsque nous voulons mettre en place, par exemple, une éducation égalitaire dans nos systèmes éducatifs, les résistances individuelles, familiales et sociétales sont énormes. Donc à un moment, il faut savoir ce que nous voulons, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas toujours rejeter la faute sur les autres. Nous sommes aussi responsables du problème. Ça veut dire que le premier travail à faire, c'est un travail de déconstruction personnelle. Et ça, tout le monde peut le faire. À commencer par lire des très bons livres, n'est-ce pas ? Tout le monde peut le faire. Et bien sûr que nous devons mettre en place un rapport de force. Mais quand je dis rapport de force, je ne veux pas dire régime de force. Parce que la première chose qu'on peut faire, c'est de tourner le dos aux valeurs de la masculinité hégémonique. C'est-à-dire, parce que ces valeurs produisent les tragédies individuelles et collectives que nous vivons. Et ça... c'est une prise de conscience individuelle et collective, et on pourra le faire qu'ensemble, pas les uns contre les autres, ensemble. Donc, créer des sororités entre femmes, bien sûr, puisqu'une des premières choses qu'ont fait les régimes patriarcaux, c'est de détruire les sororités entre femmes, mais aussi utiliser la sororité inclusive, parce que on doit vivre ensemble, et la sororité inclusive, ça veut dire que les hommes et les femmes tournent le dos aux valeurs de la masculinité hégémonique et que nous créons des communautés de sœurs. Les hommes sont nos sœurs s'ils abandonnent la masculinité hégémonique, et nous aussi, parce que c'est illusoire de croire que nous ne sommes pas profondément travaillés en fait par la masculinité hégémonique. C'est pas seulement un problème d'homme, c'est un problème de société. Voilà. Donc on n'a pas de solution miracle, mais on peut commencer par nous. Et nous, quand même, c'est facile, on est tout le temps avec nous, hein, a priori. Merci Christelle Tarou, merci. C'est la fin de cette discussion. Je vous remercie chacune d'entre vous. Merci Moutlou d'avoir été là toute cette soirée. On a hâte d'entendre votre prochaine chanson. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci Sugul, merci. Merci Christelle Tarot, merci Rita Laura Sigato. La discussion aurait pu se poursuivre longtemps. Il y a des livres qui peuvent être dédicacés, si vous voulez, ensuite. Je crois qu'on va prendre une photo, chacune, voilà, repartir et juste vous dire merci. Merci beaucoup au Festival international des films pour les droits humains d'avoir organisé cet événement. Merci pour cette programmation et toute l'organisation. Merci à vous.